Eh B, saison 5, pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour tout donner comme ça? J'ai vraiment un sentiment, je vous jure, qu'ils se sont rendus compte à la toute fin qu'il y avait beaucoup de trucs en suspens, qu'on avait passé beaucoup de temps à tourner autour du pot et qu'il fallait faire des conclusions à fond, quoi. Et donc là, ils se sont donnés à fond pour être le plus complet possible dans ce qu'il promettait. Et c'est comme pour l'épisode précédent, j'ai envie de dire dommage, mais en plus grand parce que il y a beaucoup de points qui auraient grandement mérité à être davantage ou mieux développés avant pour être plus fort que ça. Cet épisode est bien, sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas eu un épisode de cette qualité-là, mais il aurait été plus que bien si il y avait eu plus avant sur la mise en place de la situation, le respect des enjeux, etc. C'est un peu frustrant cette partie-là. Donc on va avoir bon quand même deux trois trucs qui vont me gêner notamment sur les deux sous-intrigues, surtout la première sur Zubeya, faut que je me rappelle de son nom, celle-là j'arrête pas de dire la reine dragon Zubeya, la mère de Zim, le père de l'ex-roi dragon Azimandias, qui, alors, on le découvre que maintenant. Ce n'est que maintenant qu'on commence à la montrer après sa corruption. Voilà. Et elle a une espèce de vision de son mari dans sa tête, dans ses rêves, sur le fait qu'elle est touchée par cette corruption. Elle se sent un petit peu s'en aller et qu'elle hésiterait presque à laisser faire ça pour pouvoir le retrouver à un certain degré. Mais il y a le fait de pouvoir veiller sur son fils qui fait qu'elle est prête à lutter un peu plus et donc elle essaye de s'envoler vers je sais pas où pour faire quelque chose. Mais bon, la corruption est un peu forte, hein, beaucoup trop forte, donc elle finit par choir. Mais elle s'en sort correctement, en dépit du fait qu'elle a décollé d'une super hauteur. Hein. Je rappelle quand même que c'est de cette hauteur-là qui a fait que Viren s'est buté et que c'était assez haut. Mais bon, c'est une dragon, hein. C'est normal qu'elle ait plus de résistance. Et on verra vers la fin de l'épisode que en tombant et en ayant donc cette espèce de conscience qui commence à partir, espèce d'elfe de la forêt ou je sais pas trop quoi, qui intervient en faisant une sorte de magie des champignons curative. Ok, j'ai pas compris, ça sort de nulle part ça, et ça va être genre le délire que vous trouverez pour justifier comment on lutte contre la corruption à partir de maintenant. Je sais pas trop. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont été corrompus maintenant peuvent être décorrompus grâce à ta putain de poudre de champi magique? Je sais pas, j'ai un peu peur qu'on développe pas ça particulièrement hein, dans la suite. Hein. À nouveau, hein, c'est un cas assez grave et j'ai le sentiment que ça va juste être traité en surface très rapidement. C'est franchement dommage. Donc ouais, cette partie-là est un peu dommageable, un peu saoulante. Mais j'avoue que j'ai apprécié la première moitié de cette sous-intrigue-là, où on a cette espèce de vision de Zopeia et un peu de ce qu'elle ressent. C'était plutôt bien fait dans la mise en scène, ça. Deuxième sous-intrigue, et c'est donc la fin de la partie sur Karim et Janaï, parce que moi je pensais que c'était un petit peu la fin du truc, mais non, 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 il y a une suite à ça, et ça me rassure dans le sens que vous voulez mettre en place plus de trucs. Ça me gêne dans le sens où vous avez tourné autour du pot pour pas avancer plus que ça durant une grande majorité de la saison pour nous faire ce gros truc, cette espèce de gros retournement à la toute fin rapidement. C'est un peu dommage. Mais ouais, ça reste le fort sur le principe, quoi. Il y a Janai et Amaya qui reviennent bah, après qu'elle l'a sauvée, et malheureusement, elle découvre que la copine de Karim les a trahis. C'est une traîtresse qui a piqué l'orbe de la graine de soleil en leur absence, qui a profité de leur absence pour la prendre pour elle et l'amener à son chéri. Ainsi qu'une petite armée pour le suivre, parce qu'au bout du compte, il n'est pas la seule personne à penser ce qu'il pense. Et ça fait plaisir de voir que oui, il y a enfin le nombre qui va avec. C'est pas juste deux trois pecnos qui sont pas contents, il y a une partie importante de la population qui a du mal avec le changement. Et j'espère que ce ne sera pas traité de la même façon que l'armée humaine à la fin de la saison 3. L'armée humaine qui a été arrêtée et dont on n'a plus entendu parler depuis. Il n'y a absolument aucun mot sur eux après coup.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été enfermés à vie, on les a renseignés sur la vérité, et maintenant ils ont été libérés, ils sont sages. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Ça fait partie des tas de trucs, quand on s'y penche un tant soit peu, qui fait que c'est une série pas si bien pensée que ça, parce que ça ne pense pas au suivi de beaucoup de trucs qui sont assez importants à prendre en compte, hein. Vraiment assez importants à prendre en compte. Enfin bref. Ça met en place quelque chose de pas trop mal. D'autant plus que ça finit par revenir après donc cet échec de la part de Janai sur le cauchemar réminiscent de la mort de sa sœur, où elle finit par entendre tout ce qu'Aravos lui a dit avant de la buter, sur comment leur arrière-grand-mère est morte. Et il finit par dire qu'elle est morte parce qu'il l'a avalée. Ce gros dégueulasse. Je sais pas exactement. Ils n'avaient aucun détail sur sa mort. Elle a juste disparu comme ça tout d'un coup. Il l'a avalé. Vous allez aller plus dans le détail sur ce que ça signifie ce truc-là ou pas? J'en sais rien, j'espère, parce que là j'avoue que je suis un petit peu perplexe sur ce que ça veut dire. Il l'a avalé. Ok. C'est pas mauvais hein, sur le principe, c'est juste que faut voir ce que ça donnera par la suite. Mais bon, oui, il y a beaucoup de points que j'ai trouvé assez inintéressants dans l'idée, ou trop lent dans la mise en place de tout ce conflit qui au bout du compte t'aura juste amené au fait que Janai a fait confiance à cette fille, je sais plus comment elle s'appelle là, la fiancée de son frère, pour garder un objet, pour qu'au bout du compte, elle lui plante un couteau dans le dos pour le donner à son frangin. Et donc, elle va s'en servir pour soigner Sol Regem. Je ne sais comment une fois de plus, mais bon, ta gueule, c'est magique. Voilà, ça promet un conflit un petit peu délicat à gérer. Mais le problème aussi que j'ai avec ça, c'est que c'est tellement disjoint pour l'instant. C'est un peu le même truc qui fait que c'est un peu gênant dans certaines autres séries, et j'ai envie de dire, oui, c'est pareil dans Game of Thrones par exemple, c'est ce genre de truc où on fait des intrigues qui sont tellement à part l'une de l'autre pour l'instant, qu'à un moment donné on espère que ça va se croiser, et qu'on regrette un peu que ça se croise pas plus vite. Vous voyez, et c'est un petit peu ça, quoi. Ça fait 2 saisons qu'on est là-dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de points qui ont un tout petit peu tourné en rond. Et ça promet des trucs. Et j'attends encore le moment où ça va être grandiose, ça. Mais c'est pas affreux du tout. Du tout. Et c'est pas mal fait dans cet épisode. Au contraire, je trouve que c'est enfin un rebondissement qui a du poids réel. Hein, c'est pas des promesses, il y a un peu de poids, quoi. Bon, ça c'est fait, et puis il y a le conflit principal, où nos héros ont fini donc par arriver à la baie des Mirages, ou je sais plus quoi, où il y a donc notre groupe de méchants qui est arrivé. Et pile poil le 30e jour, évidemment, dernier jour de vie de Viren avant l'échéance, évidemment. Donc, ils sont arrivés avant, Claudia et compagnie, seulement ils n'ont pas trouvé l'endroit. Et histoire quand même d'appuyer qu'on fait des conneries irréfléchies dans notre histoire un peu sérieuse, à un moment donné, ils finissent par se rendre compte que le petit truc qu'ils prenaient pour une île marron sur la carte, en fait c'était juste un bout de machin qu'il n'a pas fini de manger, le dragon Rex Cygnus. Et au bout du compte, il n'y avait rien de précis. Parce que, et c'est ça le truc, c'est que maintenant que Ezran finit par raconter à notre groupe ce qu'est la prison en question. C'est quand même dingue ça. C'est-à-dire, il savait, hein, donc le délire de fin d'épisode 1, je sais ce que c'est, on a enfin une réponse à ça. Et il n'a pas pensé à le dire à nos héros avant ça. Il n'a jamais eu le temps. Parce que maintenant que tu dis, ah oui, en fait, ce serait bien que vous sachiez un petit peu à quoi ça ressemble, cette prison, maintenant que je le sais, hein. Tout ça pour juste amener le concept tout con que cette espèce de grosse baie qui est donc une sorte de grand lac ou je sais pas trop quoi, dans une île un petit peu spéciale, quoi, la prison se trouve sous l'eau. Il fallait confier ce secret à un dragon pour que ce soit clair, hein, sinon personne n'aurait compris.
Et puis merde, Claudia le comprend pas même très vite, hein. Une fois que cette espèce de malentendu de la mini-île marron est dissipé, c'est complètement con ça, elle comprend assez vite que, comme c'est une grosse étendue d'eau, ça doit se trouver sous l'eau. Paraît assez logique. Donc voilà, le secret, quelle est la nature de la prison, qu'est-ce que c'est c'est rien du tout. C'est pas comme s'il fallait une incantation spéciale pour aller à un autre plan de l'existence ou quoi que ce soit. Je pensais que c'était un truc de ce type-là. Non, ça va être un objet physique à atteindre, c'est tout. Hein. C'est rien d'ultra complexe. Hein, c'est une espèce de perle dans une sorte de coquillage, quoi. Quelque chose qui peut se trouver avec un peu de recherche, honnêtement. Mais ouais, c'est pas si profond que ça comme concept, quoi. Hein. La nature de la prison, hein. C'était bien la peine de s'emmerder à chercher plus loin que ça, quoi. Et au bout du compte, ces espèces d'informations éparpillées, soi-disant éparpillées entre plusieurs dragons, c'est juste deux infos éparpillées, et la seule vraiment importante, c'est où ça se trouve. Après, en recherchant un peu, on voit tout de suite que cette espèce d'orbe luisante avec une lumière un peu spéciale, ouais, ça doit être ça la prison, hein, ou un accès à la prison, quoi. C'est un peu logique. Donc ce délire de merde que vous avez instauré au début de la saison 4, nous avons mis en place le système très complexe où les dragons ont des informations éparpillées, et éparpillées entre deux dragons, waouh, c'est incroyable, hein, ça allait super loin cette merde. Pour ça, je trouve que c'est plat. Excusez, c'est très plat comme principe. Ah, excusez-moi, j'ai dit que c'était un bon épisode et je le maintiens, mais c'est juste tous les trucs que vous avez instaurés pour amener seulement à ça, à un certain degré, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Mais en soi, c'est pas affreux, quoi. Il y a cette recherche, cette prison qui est pas non plus directement simple à trouver comme ça. Ok, ça passe tout à fait correctement au sein même de cet épisode. C'est juste dans le grand ordre des choses, vu l'importance qu'on a donnée à ça, j'estime que ça casse pas la baraque par rapport à ce que ça promettait conceptuellement. Mais bon, il y a nos héros qui vont devoir se rendre sous l'eau et donc deux sorts différents. Hein. Déjà, Gallum qui, avec sa maîtrise toute nouvelle de l'océan, envoie vers l'avatar a un sort qui leur permet d'avoir des espèces de branchies en quelque sorte magiques qui leur permet de respirer sous l'eau. Il y a un petit suspense avec Claudia qui a du mal au début mais qui finira par les rejoindre. En prenant un peu son courage à deux mains parce qu'elle a toujours cette peur de l'eau, ça va un peu vite, ça se sent que c'est un épisode qui devait fourrer trop de trucs quoi. C'est un peu dommage ça, mais c'est quand même assez efficacement fait. Et de son côté, Claudia qui sur la plage va concocter une potion avec de la magie noire afin de se transformer en créature mi-poulpe et pouvoir se déplacer quand elle veut sous l'océan et parler elle. Nos héros ne peuvent pas parler sous l'océan mais elle si. Et Soren reste comme un con sur la barque. Zim reste comme un con sur la barque, ils serviront à rien. On verra même pas Nyx et Vilad, ils sont plus là, quoi. Ils sont pas importants, on s'en fiche maintenant, c'est eux. Hein. Après coup, les autres, ils vivent leur vie, on s'en fiche un petit peu. C'est le problème aussi, c'est pas un problème de cet épisode même, c'est un problème avec tout ce qu'on a instauré avant, c'est le fait que les persos secondaires qu'on rencontre ont cette importance très, très factice de leur petite période d'apparition, et alors qu'ils pourraient avoir plus d'impact par la suite, on trouve des excuses un peu simplettes, on les jarte sans grande cérémonie parce que c'est pas important, quoi. J'estime qu'une série bien travaillée trouverait une excuse un peu plus recherchée pour faire en sorte qu'il y ait moins de personnages qui participent à l'action. Voilà, je comprends pourquoi vous avez fait ça, parce que on a un nombre limité, restreint de personnages, et c'est plus important, plus fort d'avoir Claudia contre nos trois héros principaux à un certain degré. Ça passe tout à fait correctement dans les faits, mais c'est juste, tu penses à tous ces personnages qui sont là, tu penses aux enjeux qui sont mis en place, qu'il y en ait autant qui restent sur la touche à rien branler, je trouve que c'est un petit peu abusé. Voilà, je vous cache pas. Soren, je ne comprends pas une seule seconde pourquoi il ne suit pas. Zim, pourquoi Zim suivrait pas pourquoi Zim... Ouais, bon, ok. Je peux vaguement comprendre pourquoi Zim suivrait pas.
Hein, outre le fait que peut-être ça passe pas très bien la peinture pour faire le sort, je sais pas, mais parce que voilà, c'est un dragon de l'électricité sous l'eau, c'est pas extra. On va dire que c'est ça, mais voilà, il y a vraiment ce côté, il faut restreindre ça aux persos qu'on connaît bien, et donc les autres, tant pis pour eux. Parce que le scénario le veut, et c'est un peu gênant, ça, c'est un petit peu gênant. Ça se ressent surtout pour Soren, je trouve, mais même les autres un petit peu quand même. Mais bon, cette confrontation est pas mal dans l'absolu et on sent vraiment le désir de Claudia qui essaie un tout petit peu de et on sent vraiment le désir de Claudia qui essaye de justifier au mieux ses actes. Je veux sauver mon père. Je pense que vous auriez fait pareil si ça avait été le roi. S'il y avait possibilité de sauver votre père, vous aussi. Et il essaie un petit peu de les avoir, mais malgré tout, il se laisse pas avoir. Il se bat un petit peu sous l'eau, c'est un petit peu difficile. Elle a plus de mobilité, il essaye de se débrouiller au mieux. Et malgré ses efforts quand même, surtout grâce à Rila et son petit animal de compagnie qui fait des petits portails, même sous l'eau. Oui, parce que son animal de compagnie, lui, il peut passer. Par contre, Prazim, une fois de plus, excusez-moi, c'est un détail. Et elle parvient à couper un des tentacules, ce qui fait que ça lui coupe une jambe. Enfin, lorsqu'elle reprend sa forme complètement, et ça lui coupe une jambe carrément, quoi. Bon, j'imagine que maintenant, vu son niveau, elle peut utiliser de la magie noire pour se faire repousser sa jambe. Mais quand même, c'est assez fort, quoi. Je veux dire, ça ose aller un petit peu loin dans l'illustration. C'est ce qui est assez rare, je trouve, malheureusement, depuis quelques temps. Donc, je trouve ça cool. Hein, genre, le fait que Claudia, par exemple, doive utiliser quelques gouttes de son sang pour faire le sort, bah, on l'appuie, on le montre. C'est assez cool, ça. J'aime un petit peu ça. Et ouais, malgré ses efforts, elle finit par se faire voir, elle est obligée de refaire surface alors que nos héros sont contents. Ils ont trouvé la prison d'Aravos et la ramènent sur leur petit radeau pour la mettre davantage en sécurité, je ne sais où. Je ne sais pas exactement le principe, mais limite vous feriez tomber ça dans l'océan, vous le feriez avaler par une espèce de créature introuvable, je ne sais quoi. Il y a tellement de moyens, en fait, de rendre ça inaccessible. C'est un peu dingue, quoi. Néanmoins, je tiens à appuyer que vous avez une chatte du tonnerre. Avec tous les retards que vous avez pris, que vous soyez arrivé à peu près au même moment, c'est un putain de miracle. Hein. C'est un peu le forçage scénaristique, je trouve, hein, mais bon. Grand bien vous en fasse, tant mieux pour vous. Bref, c'était pas mal la confrontation du tout, mais la partie la plus intéressante, et c'est de loin, entre Viren et Aravos. Les personnages qui promettent le plus, et ça semble être un petit peu presque le chant du cygne de Viren. Parce que, et c'est le truc frustrant une fois de plus, il a passé la majorité, la quasi-totalité de cette série, cette saison 5, catatonique. Soit il était un petit peu alité parce qu'il subissait encore le sort qu'il venait de refaire pour la première fois, soit il était catatonique et à rien faire. Il y a donc eu ce double épisode où on a un peu centré les choses autour de son cauchemar qui était superbe, et au-delà de ça, il était catatonique, quoi. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour briller, mais les moments qu'il a eus sont forts. Je ne le nie pas, et ce moment-là aussi est fort. Sincèrement, je trouve ça franchement dommage qu'on n'ait pas passé plus de temps à appuyer davantage, plus consciemment, ses craintes pour sa fille, son désir de ne pas aller jusqu'au bout, ses doutes, etc., plutôt que de tout fourrer dans ce même épisode. C'est un peu franchement dommage. Mais bon, quand il voit sa fille se jeter à l'eau, ça lui fait une sorte de rappel de ce qu'il a vu dans son cauchemar et ça le fait revenir à lui. Malheureusement, un petit peu trop tard, elle était partie se friter contre le roi à ce moment-là. Et c'est là qu'il commence à avoir des visions de Aravos qui lui raconte un petit peu ce qu'il prévoit de faire. Ah, je vais bientôt revenir et je vais pouvoir te ressusciter complètement grâce à mon sort Infantis et Sanguing, les flammes des enfants.
qui est important parce que voilà, il faut sacrifier le sang d'un de ses enfants pour pouvoir être ressuscité pour le bon. Bon, alors bien entendu, il le prend pas super bien, Viren, hein, mais c'est là qu'il lui dit attends, rassure-toi, hein, ça va pas être Soren ou Claudia, ça va être machin libellule. C'est un peu notre enfant, hein, c'est techniquement il y a un procédé de création magique entre nous deux, donc c'est notre enfant et techniquement ça passe. Il a ton sang. C'est pas joli, il a mes yeux, il a ton râle. Il est assez drôle à ce niveau-là, j'avoue. Il est assez drôle à ce moment-là, Ravos. Et en dépit du fait que c'est une créature sans intérêt, hein, je le pense sincèrement, Ravos, Viren n'est pas prêt à faire ce sacrifice. Il se dit, attends, c'est horrible de tuer une créature innocente. J'ai le sentiment qu'on va essayer de lui donner une sorte d'importance à ce machin-là, ça va me gonfler, je sais pas pourquoi, là, on verra par la suite, mais bref. Il est pas prêt à sacrifier une créature innocente, même si c'est une espèce de délire, de test de ta part, parce que je finis par me rendre compte que ce que j'ai fait était mal, et que j'ai amené ma fille sur ce chemin-là, et je veux pas continuer ça, je veux pas poursuivre cette voie-là. Il veut partir avec une certaine dignité, et c'est très fort là aussi. Et Aravos le voit devant en disant très bien, à ce moment-là, ça va être ta dernière nuit sur Terre. Et il y a ce dernier plan qui est vraiment puissant, où il couchait au sol de nuit, il sait qu'il ne lui reste que quelques heures, il est en train de pleurer, et Aravos le nargue une dernière fois. C'est un très fort moment, ça. Et je trouve ça dommage que ça n'ait pas été davantage appuyé, ces doutes, ce développement du personnage. Plutôt que d'en faire un gars catatonique qui sert à rien après avoir eu sa petite phase de rêve introspectif, ça aurait pu être plus fort d'appuyer un tout petit peu ces craintes qui grimpaient de plus en plus et ces doutes qui finiraient par se concrétiser au moment où il lui poserait cet ultimatum, entre guillemets, à Ravos. C'est assez dommage qu'on n'en ait pas davantage fait avant. Mais je vais pas non plus trop blâmer cet épisode en particulier pour ça, parce que cet épisode essaye de faire au mieux avec le temps dont il dispose pour conclure pas mal de trucs, pour rendre satisfaisant la plupart des choses qu'il développe. En dépit du fait que ça aurait dû être beaucoup mieux développé avant. Donc cet épisode est bien en soi, il aurait pu être plus que bien s'il y avait eu largement plus de travail en amont sur les significations de nombreux trucs qui sont mis en place avant, si ça avait été mieux géré, le rythme, la signification des différents arcs que vous avez instaurés, quoi. Mais je vais pas trop imputer ça à cet épisode en particulier, c'est vraiment la saison qui ne sait pas gérer ses priorités. Mais vraiment, et c'est saoulant de voir ça, hein, vraiment saoulant. C'est un constat qui se ressent après avoir vu cet épisode 5 qui promettait d'être encore plus grand que ce qu'il a été. Mais tel quel, il était efficace. J'ai été pris dans le conflit, j'ai été assez satisfait des différentes évolutions qui ont été faites, des choix qui ont été pris. Et oui, peut-être à part le délire de l'elfe champi qui sort de mon cul, là, il n'y a rien qui m'embête un tant soit peu dans ce qui est montré, quoi. À part que ça aurait dû être mieux fait avant, hein, pour donner plus de poids à ça, mais tel quel, ça va. Ça va, c'est bien, c'est un bon épisode, pour conclure. Et oui, ce niveau-là, je prends. D'ailleurs, ce niveau-là en continu, c'est ce qui donnerait un vrai poids, une vraie saveur à votre série. Et j'espère que, je sais pas, la saison 6 et la saison 7 sauront un tout petit peu mieux jouer avec ça. Hein, parce que la saison 7, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu la fin. Donc, on verra bien. En tout cas, à bientôt pour la saison 6. Bye!